Bonjour à tous. Donc Elsa Meyer, donc je m'occupe du développement d'Educarte, qui est donc le service éducatif de la chaîne Arte, que j'imagine vous connaissez. Donc vous vous demandez peut-être bien pourquoi Arte, chaîne publique de l'audiovisuel, ce qu'on fait à un événement sur l'éducation numérique. Puisque c'est vrai qu'à l'origine, Arte n'avait pas spécialement vocation à intervenir dans le domaine de l'éducation. Sauf que depuis une quinzaine d'années, Arte s'est retrouvé confronté à 3 enjeux. Ça marche pas, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc à 3 enjeux. Le premier enjeu, ça a été une demande extrêmement forte sur le terrain, puisqu'en fait, on a à peu près tous les enseignants de France qui nous ont appelés. Donc enseignants qui avaient l'habitude d'enregistrer sur une VHS le dessous des cartes pour le montrer en classe ensuite à leurs élèves, qui nous ont appelés pour nous dire écoutez, moi je me suis mis au digital, je me suis mis au numérique, est-ce que vous avez une proposition pour que je puisse avoir accès de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide à vos contenus, à vos documentaires pour les utiliser avec mes élèves. Deuxième enjeu auquel on s'est retrouvé confronté, ça a été une attente très forte de la filière audiovisuelle, puisqu'on constatait au sein de la communauté éducative beaucoup d'usages dits illégaux de nos contenus audiovisuels, puisque beaucoup d'enseignants allaient sur des plateformes de contenu que je ne citerai pas, mais qui ne rémunéraient pas le droit d'auteur, et ne savaient même pas en fait que c'était un usage illégal de ces contenus. Et troisième enjeu très important, ça a été une vraie exigence de service public, puisque depuis l'origine, Arte est une chaîne qui touche très peu les jeunes. Quand je dis jeunes, j'entends moins de 25 ans. Les jeunes vont très peu sur Arte. Et de plus en plus ces dernières années, de manière plus générale, au-delà d'Arte, les jeunes regardent de moins en moins d'œuvres professionnelles longues, à caractère pédagogique et culturel, au bénéfice de formats amateurs courts, divertissants. Et donc on constatait un fossé de plus en plus grand en fait, entre l'exigence de service public d'un acteur comme Arte, qui est de diffuser la culture au plus grand nombre, et cette partie de la population qui, pour 1000 raisons, n'avait pas accès à ces contenus et n'allait pas vers ces contenus. Et donc c'est un peu dans ce contexte qu'on a décidé donc, en 2016, donc, ça a commencé au début des années 2010, mais le projet s'est concrétisé en 2016, donc c'est assez récent, de créer Educarte. Donc Educarte, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ensuite, mais pour vous expliquer le cheminement, l'objectif d'Educarte, c'est un objectif qui dépasse largement l'employabilité, puisqu'aujourd'hui donc, on est sur le primaire, collège, lycée, donc on n'en est pas encore à l'employabilité, mais c'est un objectif plus large, dont va découler ensuite l'employabilité. Notre objectif, nous, avec Educarte, ça a été vraiment la curiosabilité. La curiosabilité, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que tous nos contenus, et que la manière dont on fonctionnait et la manière dont les enseignants souhaitaient utiliser les contenus d'Arte, enfin je dis les contenus d'Arte, ça peut être plein d'autres contenus aussi, il y avait une vraie envie finalement d'ouvrir les apprentissages. Et c'est-à-dire comment ces contenus culturels pouvaient permettre d'enrichir des apprentissages, pouvaient permettre d'ouvrir aux autres, d'ouvrir sur l'Europe, d'ouvrir sur des choses finalement qu'on n'apprenait pas forcément en classe dans le programme scolaire de manière classique. Et donc l'objectif d'Educarte, que ce soit pour les jeunes aujourd'hui, mais demain, effectivement, comme le disait Sophie, pour le supérieur ou pour la formation professionnelle continue, c'est comment on va enrichir ces apprentissages et comment on va donner finalement des armes culturelles pour aider les citoyens de demain ou les citoyens d'aujourd'hui à faire des choix, donc des choix politiques, des choix sociaux et évidemment aussi des choix professionnels, que ce soit au sein de leur organisation ou dans leur carrière et dans leur choix de métier. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la curiosabilité ? La curiosabilité, c'est quand vous êtes en 3e, vous allez apprendre le théorème de Pythagore. C'est super, vous allez être hyper calé sur comment on calcule le triangle rectangle, enfin, c'est quelque chose comme ça dans mon souvenir. Très bien. Mais la curiosabilité, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de se demander, mais qui c'est Pythagore ? Je ne connais pas la réponse, donc ne me posez pas la question ensuite. Qui c'est Pythagore ? Pourquoi à ce moment-là de l'histoire, quelqu'un peut arriver comme ça et créer ce théorème ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça a comme impact ensuite ? Et qu'est-ce que ça porte comme sens finalement, au-delà seulement de la formule mathématique ? Demain, quand on se développera sur la formation professionnelle continue, la curiosabilité, ça va être, vous suivez une formation sur la RGPD, fameuse régulation sur la protection des données. Vous allez apprendre l'article 2, petit point 1, alinéa 3, et vous allez être absolument calé là-dessus. Mais ensuite, ça va être de se demander
qu'est-ce qui se joue en fait dans cette régulation? Démocratiquement, économiquement, pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire en fait socialement et qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Et donc c'est tout le rôle finalement d'Educarte. C'est pas tant de développer des compétences, c'est pas tant de développer des techniques, mais ça va vraiment être d'ouvrir ces compétences et d'ouvrir ces techniques pour les replacer dans du sens en fait et dans l'ouverture culturelle. Alors comment on a fait ça? Donc on a créé Educarte en 2016 et donc on s'est dit le premier objectif, ça va être de rendre accessibles nos contenus aux jeunes, puisqu'encore une fois aujourd'hui on est sur primaire, collège, lycée. Donc pour rendre accessible, on a créé un environnement digital. Donc dans le petit milieu de l'audiovisuel, ça s'appelle une plateforme de SVOD. Donc la SVOD, c'est comme Deezer, c'est comme Netflix. Vous payez un abonnement et ensuite vous avez accès de manière illimitée aux contenus qui sont proposés. Donc la plateforme digitale, peut-être je peux vous montrer ce que c'est. Assistant, merci. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc c'est une plateforme assez classique de contenu. Vous avez accès à un catalogue de vidéos et vous pouvez circuler aujourd'hui par matière ou par niveau scolaire en fonction de ce que vous recherchez. Cette plateforme, on l'a conçue en hyper-accessibilité. C'est-à-dire qu'elle est accessible partout, tout le temps. Elle est accessible chez vous, elle est accessible à l'école, elle est accessible à la plage, elle est accessible sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, puisque l'idée, évidemment, c'est de décloisonner l'apprentissage et surtout de ne pas se retrouver dans une situation où l'élève ne va avoir accès à ces contenus que dans le cadre fermé et cloisonné de l'école. Deuxième enjeu. Merci. Donc le deuxième postulat très important quand on a créé Educarte, ça a été la transversalité. La transversalité, puisque encore une fois, comme l'objectif c'est d'ouvrir, pour ouvrir, il faut que toutes les matières et toutes les disciplines et toutes les thématiques puissent résonner ensemble et puissent faire sens ensemble quand vous allez étudier tel ou tel point du programme. Troisième point très important, quand on a créé Educarte, ça a donc été le choix du média. Chez Arte, on fait de la vidéo, ça tombe bien, il y a une appétence des jeunes très forte pour ce contenu et pour ce format-là, mais en fait, on fait un peu plus que de la vidéo. On fait ce qu'on appelle de l'œuvre audiovisuelle. Et de l'œuvre audiovisuelle, c'est-à-dire que vous avez un point de vue d'auteur, un postulat, un storytelling, une histoire, une mise en scène, en fait. Dans un documentaire, vous avez toujours un choix et une ligne éditoriale. Et cette œuvre audiovisuelle, en fait, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être très efficace parce qu'elle pouvait véhiculer des messages très puissants, en fait. Parce que justement, on allait faire appel à de la sensibilité, à de l'émotion. Il allait avoir une implication personnelle bien plus grande quand vous regardez un documentaire avec un point de vue d'auteur que quand vous regardez une vidéo sur comment on fait un exercice de maths. Et à partir de là, donc on avait créé notre plateforme, on avait créé notre contenu, on avait quelque chose de tout beau, tout propre. Sauf qu'on avait fait 10% du travail. Puisqu'une fois que ça, c'était accessible, l'enjeu, et c'est toujours notre enjeu, comment on va faire pour que les jeunes utilisent vraiment ces contenus et en retirent quelque chose? Comment on va développer de l'usage et comment on va aider cette population à aller vers ces contenus et à vraiment en retirer ce qu'on cherchait à atteindre, et donc cette fameuse curiosabilité. Donc pour ça, on s'est appuyé sur deux principes qui sont vraiment clés dans la plateforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui et qui seront clés dans tous les autres projets éducatifs qu'Arte va développer dans les années qui viennent. La médiation et l'appropriation. La médiation, parce qu'on aurait pu bien sûr créer une plateforme grand public en disant, voilà, chaque famille va abonner son enfant à cette plateforme, et voilà. C'est juste qu'on est assez lucide chez Arte, on sait très bien que les moins de 20 ans ne vont pas tout seuls aller binge-watcher des documentaires d'Arte toute la journée, et que donc il fallait inscrire cette plateforme et ses contenus dans le cadre d'une médiation de l'école et médiation des enseignants. C'est une plateforme qui est faite pour l'école, qui n'est pas du tout accessible au grand public, et qui s'appuie et qui s'insère dans les programmes scolaires, et qui s'insère vraiment dans la médiation éducative. Et c'est évidemment extrêmement clé pour permettre à ce public-là d'aller vers ces contenus qui peuvent parfois être très exigeants ou qui peuvent parfois être rebutants pour eux, mais vraiment pour les accompagner dans l'accès à ces contenus. Deuxième médiation très importante, ça va être la médiation financière. Ni les jeunes ni les enseignants, ce qu'on appelle les utilisateurs finaux, ne payent l'abonnement à ce service. Ceux qui payent, ce sont les établissements scolaires directement ou alors la collectivité locale.
Pourquoi c'est important? Puisque notre idée, encore une fois, ce n'était pas que qu'elle soit aussi accessible à des populations vivant dans le 5e arrondissement de Paris, mais surtout qu'elle soit accessible à des populations qui n'ont pas accès à ces contenus, pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de frein culturel, et qui ne vont pas vers ces contenus. Donc l'idée, bien sûr, c'était pas de se retrouver dans la situation où on allait avoir des familles aisées qui allaient pouvoir payer cet abonnement à leurs enfants, mais surtout d'aller atteindre des enfants qui n'allaient pas aller vers Arte et pour lesquels le frein financier allait être un frein extrêmement important. L'autre principe très important qu'on a développé sur la plateforme, c'est l'appropriation. Puisque l'originalité d'Educarte, c'est de proposer des contenus, mais c'est de proposer aussi des outils. Aujourd'hui, enseignants et élèves ont accès donc à tous les contenus, donc on a à peu près plus de 1000 programmes d'Arte qui sont disponibles sur la plateforme, et à partir de ces contenus-là, ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, les personnaliser, pour les adapter à leurs cours, à leurs apprentissages, ou pour les adapter à leurs exposés, ce qu'ils ont envie de faire à la maison, ou des choses comme ça. Ces outils, aujourd'hui, il y en a 3. Le premier outil, c'est la possibilité de créer ces extraits. C'est la possibilité d'annoter ces extraits, donc en fait de vraiment construire ce qu'on appelle des séquences pédagogiques à partir des bouts de vidéos. Et c'est la possibilité de faire des cartes mentales. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais voilà, c'est des cartes heuristiques qui permettent de faire des liens entre des vidéos, entre des thématiques, pour justement inscrire les choses dans un environnement beaucoup plus large culturellement que juste le mini-point du programme sur tel sujet. Et donc cette appropriation, elle est extrêmement forte, puisqu'en fait, l'élève ne va pas se retrouver dans une situation passive, juste de regarder une vidéo puis d'essayer de comprendre ce qu'il est dit. Il va pouvoir être dans une position active et même créative, puisqu'il va pouvoir modeler, avec toujours la médiation de l'enseignant, ses contenus culturels et en faire finalement un petit peu ce qu'il a envie et les modeler à sa sauce et comme il le souhaite. Alors, c'est vrai, je me disais bien que je raisonnais un petit peu. Je continue. Donc, on a développé Educarte donc en 2016. Aujourd'hui, on a à peu près 2 ans de recul et donc on commence à avoir finalement les premiers reculs d'usage de la plateforme. Et est-ce qu'on atteint notre objectif et est-ce que finalement on sert l'objectif, diffuser la culture plus largement auprès des jeunes et faire que derrière se développe donc cette fameuse curiosité et que ça enrichisse les apprentissages. Aujourd'hui, on a à peu près 1 an et demi. On a donc à peu près 400 établissements, plus de 450 établissements abonnés. Donc ça correspond à la grosse louche, à 250 000 élèves touchés par la plateforme. Et on constate déjà que le média vidéo est effectivement très puissant. Les retours du terrain, c'est qu'on a vraiment une situation où finalement ce média vidéo est très attractif chez les élèves et va leur permettre d'aller vers ces contenus culturels, vers des contenus culturels vers lesquels ils ne seraient pas allés spontanément sinon. Et donc on constate de manière très claire dans les usages, puisque au tout début de la plateforme, quand on a créé la plateforme, les élèves n'avaient pas accès directement au catalogue de vidéos. Les enseignants nous avaient dit on souhaite être des médiateurs, mais vraiment purs et durs. On souhaite partager avec les élèves les contenus qu'on juge les plus intéressants et qui est vraiment une barrière à l'entrée, etc. Donc nous, on n'y connaissait rien en pédagogique, donc on avait dit pas de problème, faisons comme ça. Et après 1 an de développement de la ressource, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne marchait pas du tout et qu'il fallait absolument lever ce frein et que sinon, on n'arriverait jamais à notre objectif. Donc on a levé le frein. Aujourd'hui, les élèves ont accès à tout, 100%, de manière illimitée, aux outils, aux contenus. Et voilà, et c'est cette petite courbe d'usage que vous voyez ici, qui est assez parlante, puisqu'à partir du moment où on a enlevé ce frein, on a vu que les élèves s'appropriaient la plateforme. Et que donc finalement, c'était extrêmement efficace et direct pour faire qu'ils arrivent sur la plateforme de vidéo et sur ces contenus. Et il y avait une hausse des courbes d'usage qui est toujours assez spectaculaire en fait, et on voit vraiment l'impact très directement. L'autre chose intéressante qu'on a notée en termes d'usage, c'est l'impact justement sur les apprentissages. Il y a eu toute une étude qui est assez utilisée dans l'éducation nationale pour dire très bien, par rapport au mode d'enseignement, qu'est-ce que retiennent les gens ensuite dans les 24 heures après avoir eu un cours, par exemple, ou une démonstration sur quelque chose. Cette étude, elle dit que si vous faites un cours magistral, il n'y a que 5% des gens, 24 heures après, qui vont retenir ce que vous avez dit. Si vous montrez un support visuel, donc en l'occurrence audiovisuel, 20% des gens vont retenir quelque chose. Et si vous les mettez dans une situation active, où vraiment ils vont pouvoir participer et agir, 75% des gens vont retenir quelque chose.
Et donc, avec notre petit recul d'usage, qui n'est pas énorme, mais qui commence quand même à se développer plus fortement, on constate vraiment ça sur le terrain. On a mené, pour vous donner un exemple, tout un projet avec le Grand Palais, et donc 2 classes, autour de l'exposition Gauguin, qui avait lieu à Paris cette année. Et donc, on a eu une classe du 20e arrondissement de Paris, qui a travaillé, une classe de 6e, qui a travaillé donc, sur l'exposition avec Éducarté en amont d'aller voir l'exposition. Donc, ils ont regardé le documentaire d'Arte sur Gauguin, ils ont créé leurs extraits sur les passages les plus intéressants, ils ont vraiment, voilà, ils ont bidouillé le matériel culturel pour vraiment se l'approprier. Ensuite, ils ont vu l'exposition. Et ensuite, en aval de l'exposition, de nouveau, ils ont fait un rendu, ils ont créé une carte mentale, je crois, pour expliquer un petit peu ce qu'ils avaient compris de l'exposition. Et le retour qu'on a de ce projet sont assez clairs. Grand Palais nous a dit « J'ai jamais vu une classe aussi attentive ». Et c'est des classes difficiles, donc là, vraiment, ils ont posé des questions extrêmement pertinentes. Personne ne m'avait jamais posé ces questions. Pourquoi ? Parce que déjà, ils avaient préparé en amont, mais surtout parce qu'ils avaient retenu ce qu'ils avaient vu. Parce que la prof, de son côté, nous a dit c'était assez incroyable. C'est un sujet qui, au départ, les passionnait absolument pas. Ils n'avaient pas inquiété Gauguin, ils avaient nullement l'intention de s'intéresser à ce sujet-là. Mais de travailler sur Gauguin au travers de la vidéo, au travers de l'appropriation, au travers d'une espèce de créativité à partir des vidéos, fait qu'ils ont retenu des choses comme rarement je les ai vus retenir des choses ensuite. Donc l'impact est assez fort. Et 3e élément très important, cette prof nous a aussi dit, ce qui est très important dans ce média et dans cette plateforme, c'est que finalement la vidéo, alors elle est intéressante en soi, en termes de contenu culturel que vous allez pouvoir en retirer, mais c'est aussi un prétexte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appâter vos élèves vers des sujets vers lesquels ils ne seraient pas allés spontanément. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire plein de choses, en fait. Vous allez pouvoir faire de la grammaire, vous allez pouvoir apprendre vraiment des compétences pures et dures sur des sujets de français, sur des sujets mathématiques ou sur plein de choses. Mais la vidéo va être un prétexte pour les emmener vers ça. Et la vidéo va aussi être un prétexte pour parler de 1000 autres choses et pour faire 1000 autres choses. Et pour ça, comme on est Arte, je vais vous montrer une vidéo d'un projet qu'on a mené. Donc là, c'est avec une classe Ulysse. Donc les classes Ulysse, ce sont des classes qui regroupent des enfants en situation de handicap ou situation de handicap physique, mais aussi de troubles 10 ou cognitifs. Donc c'est une classe dans le Grand Est, vers Strasbourg. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec une prof qui nous a dit moi, je vais tester Éducarté avec ma classe Ulysse, mais franchement, j'en attends pas grand-chose, parce que je suis avec des élèves qui parlent très peu, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, qui ont beaucoup de mal même, pour qui tout ce qui est lecture, etc., c'est des choses vraiment qui les angoissent énormément et vers lesquelles ils n'ont pas envie d'aller. Et vous allez voir la vidéo et vous allez voir qu'en fait, justement, le contenu et le média vidéo et l'intégration de la ressource dans une classe pour faire autre chose finalement et pour tourner un peu autour du pot grâce à ce média culturel vont permettre de justement dépasser ces clivages-là et dépasser ces difficultés chez ces élèves. Je m'appelle Christian, j'ai 13 ans, j'habite dans la favela de Cantagalo à Ipanema. J'aime surfer, jouer au foot et par-dessus tout danser. Bienvenue chez moi. Ici au Collège Leclerc, nous sommes en éducation prioritaire et nous sommes en fait ravis d'avoir pu saisir l'occasion et l'opportunité de participer à l'expérience Éducarté. Je vais partir à l'école, suivez-moi. L'idée, c'était d'avoir un outil qui est ouvert, qui va nous ouvrir les élèves sur autre chose que juste une école traditionnelle derrière leur table. L'ouverture à l'outil numérique, l'ouverture aux médias. Et puis, dans le cadre de l'utilisation avec notre section Ulysse, eh bien, tout simplement, on est vraiment dans une école inclusive. On essaye d'avoir une inclusion et une intégration des élèves au mieux. Et là, l'outil était tout trouvé. Voici ma nièce. Je joue avec elle dès que je me lève le matin. Là, ce sont mes frères. Avec ma collègue de la classe Ulysse, nous sommes partis sur l'idée de créer un projet avec sa classe et de visionner toute la série Il, elle, à ton âge, de portraits d'enfants venus du monde entier. Le Passigno, c'est ça. Il paraît qu'il aime surfer, jouer au foot et Donald, il a dit un truc et en fait il danse le Pachinio depuis 5 ans. Le Pachinio. Et vous trouvez qu'il danse comment? Il fait des claquettes. Il danse bien quand même. Ah bah il danse très très bien. J'aime pas danser autant comme ça. Je sais pas danser la danse tchétchène.
Mais je vais apprendre. Parce qu'elle est trop bien. Quand j'ai découvert cette série, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est des élèves qui ont beaucoup de mal à raconter des choses d'eux et à pouvoir exprimer des ressentis, à essayer de dire des choses qui les concernent. Et c'est vrai que c'était très émouvant dans cette série documentaire, c'est de voir la singularité de chacun des enfants, tout en travaillant, est-ce qu'ils nous ressemblent, est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas, qu'est-ce qui fait que finalement on est tous des enfants, quels que soient les pays dans lesquels on habite. J'aime aller à l'école. J'aime l'éducation physique, la récréation, la cantine et la maîtresse. Sébastien, tu veux nous lire ce que tu as écrit sur tes petits post-it? Il vient de dire tout ça. Par exemple, éducarté. Christian, 13 ans. J'aime le football, j'aime l'éducation, j'aime la récréation. Il vit à Rio de Janeiro. La maison est dans un quartier pauvre. Il veut devenir danseur professionnel. Le bassin est une danse. Ce projet, il nous permet vraiment de travailler sur différents champs disciplinaires. On travaille du français parce qu'on travaille l'expression des ressentis, des émotions, la description. On travaille aussi l'analyse de l'image, les procédés filmiques. Ça nous a permis surtout de travailler l'enseignement moral et civique avec la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Les idées ou pas? Les idées, comment il s'appelle? Christian. Cristiano sans H. Ah, sans H. C'est bizarre. Et c'est quel pays? Brésil. Et c'est quel continent? Très bien. Plus précisément, l'Amérique du Sud. Amérique du Sud. Maintenant, il faut baisser la caméra. Il y a des guetteurs là-bas. Ah, très bien alors. Tu découpes bien ou tu prends large? Prends large. Voilà, parfait. Avec le cartable. Là, c'est parfait. Impeccable. Du coup, c'était l'idée, à partir des documentaires vidéo, de réaliser des affiches portraits qui soient des supports tangibles sur lesquels soient écrits les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on dit quand on se raconte? Un enfant, il raconte ce qu'il aime pas, ses passions, ce qu'il souhaite devenir plus tard. Et ça a été très riche pour eux parce que c'était un support tangible, visuel, sur lesquels ils allaient s'appuyer pour pouvoir raconter ensuite des choses qui les concernent. Alors là, tu vas le déplacer, puis tu vas réduire un petit peu sa taille. Le I, il est majuscule. Le J. Tu peux écrire ça. D'accord? J'allais pas écrire les promenades. Bah si, pourquoi? C'est bien ça, le travail. Le travail au collège. Le travail au collège. Je pense que nous sommes très fiers du travail que les élèves ont réalisé. Et de le faire au CDI est aussi le moyen pour ces élèves de sortir du cadre de la classe et d'avoir une vision différente de l'équipe et du collège. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Tu préfères être filmé assis ou debout? Peu importe, en fonction de ce qui vous arrange. Comme ça, non? Oui, mais la position assise, est-ce qu'elle n'a pas l'air très confortable pour lui? Non, mais là, on met une table. Comment ça? Ouais, bonne idée. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, là. Alors, il n'est pas droit. Après, on ne fait pas, je Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est lui qui est pas... Ouais, à part qu'il y a Ouais, deux c'est personnes bon, à côté c'est bon. de lui. 1. Respiration. 2. Concentration. 3. Silence plateau, ça tourne. Moi, je m'appelle Guillaume, je suis au collège Leclerc, je suis né à Strasbourg avec des origines allemandes. Plus tard, le métier que je souhaiterais faire, c'est chirurgien. Tu as répondu à toutes les questions, donc c'est bien Guillaume. C'est bon. Bravo, super. Merci Guillaume, tu es le premier élève à avoir accepté d'être filmé. Et pour notre série de portraits documentaires qui s'intitule « Elle est dans ton collège, portrait d'élèves ». Merci beaucoup. L'idée de réaliser à son tour, elle est née en cheminant dans le projet. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, quand on a fait l'analyse filmique des documents vidéo, on s'est rendu compte que les dispositifs étaient assez simples et qu'on pouvait vraiment s'en inspirer pour faire, avec nos contraintes qui sont très fortes, parce qu'on n'a pas du tout du matériel professionnel, mais à la manière d'eux, de réaliser à leur mesure des courts portraits. Silence plateau, ça tourne. Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis d'origine tchétchène. Je suis né là-bas le 21 juin 2001. On souhaiterait pouvoir diffuser tous ces portraits lors des journées portes ouvertes. J'espère que ça donnera à voir ce qu'il y a dans cette série d'Arte. C'est l'articulation entre l'individu et le collectif.
qui, je trouve, est très, très réussie vraiment dans cette série et qui est particulièrement intéressante avec ces élèves d'Ulysse qui doivent aussi travailler leur appartenance dans un collège et trouver leur place. Au début, je voulais faire boulanger, mais après, je me suis dit, c'est pas trop un métier pour moi. Après, j'ai choisi carreleur. Voilà, c'est tout. Bravo. Coupé. Voilà, c'est fini. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Est un peu catastrophique, donc c'est très bien que vous arriviez dans la chaîne pour pouvoir développer l'éducation et surtout l'accessibilité au savoir et à la culture des jeunes. Voilà. Donc je reviendrai vers vous pour connaître les détails. Merci beaucoup. Bonjour. Arte, c'est aussi, mais Arte Édition, une partie. Est-ce que vous développez aussi des interactions ou est-ce que l'outil livre pour travailler avec ces cibles, avec ces enfants ou ces questions de... Alors aujourd'hui, on ne fait rien. Là-dessus, il n'y a pas d'interaction. On est vraiment exclusivement sur du contenu audiovisuel. Parce que nos livres Arte Édition, on est quand même assez loin du pédagogique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur ce qu'on appelle des beaux livres. Aujourd'hui, on n'a pas de projet particulier, en sachant que les livres, tout ce qui concerne les livres dans l'éducation, c'est beaucoup les manuels. Et pour le coup, on n'a pas spécifiquement de projet là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour atteindre 450 établissements? Par quoi vous êtes passé? Comment ça fonctionne? Corruption. Alors, comment on a fait? On a fait beaucoup de terrain. En gros, donc, on s'est développé, on s'est lancé en mars 2016. On a commencé par une année d'expérimentation puisque, encore une fois, Arte ne fait pas de pédagogique et on avait besoin d'un retour enseignant, d'un retour terrain extrêmement fort. Donc, on a fait cette expérimentation dans une centaine d'établissements en France et on a beaucoup fait de modifications puisqu'en fait, il y avait des choses qu'on avait imaginées chez nous, à Issy-les-Moulineaux, mais vraiment, dans les établissements, ça ne marchait pas du tout. Et donc, on a commercialisé la ressource puisque c'est sur abonnement payant de l'établissement ou de la collectivité, pour la simple et bonne raison que derrière, évidemment, il y a une rémunération du droit d'auteur, puisqu'on reverse des droits à tous les programmes qui sont présentés sur la ressource. Donc, pour atteindre ces établissements, en fait, on a eu ce qu'on appelle une stratégie du sandwich, puisqu'on a mené à la fois une stratégie extrêmement terrain, c'est-à-dire qu'on se déplace énormément sur le terrain, puisqu'au début, personne ne connaissait la ressource. Il fallait la faire un peu valider pédagogiququement par les académies. Il y a un millefeuille de l'éducation nationale inimaginable. Donc, on a fait beaucoup ce terrain-là. En allant voir les établissements pour qu'ils s'abonnent directement. Mais on s'est rendu compte très vite que cette stratégie d'abonnement établissement par établissement, c'était compliqué. C'était compliqué déjà, nous, en termes de ressources humaines. On est une équipe de 3,5, donc c'était très compliqué. Et c'était compliqué en termes financiers, puisque bien évidemment, quand un établissement s'abonnait, c'était plus cher que si on en avait 150 d'un coup qui s'abonnaient. Donc très vite, en fait, on a fait aussi l'autre stratégie en parallèle, qui est d'aller voir des collectivités. Donc en France, les régions s'occupent des lycées, les départements des collèges, les villes de l'école primaire. Et donc on allait voir les collectivités pour leur dire très bien, dans votre stratégie numérique, dans vos établissements scolaires, vous êtes en train d'équiper les établissements en Wi-Fi, en tablettes, etc. Mais une fois que vous aurez ces très belles tablettes, qu'est-ce que vous allez mettre dessus ? Et quels vont être les contenus qui vont être accessibles à ces élèves? Donc, dans cette stratégie numérique, équipez aussi vos élèves de contenus qui vont leur permettre d'utiliser ce matériel numérique et surtout de vraiment pouvoir utiliser le digital comme une source d'enrichissement d'apprentissage et pas juste comme un moyen technique qui fait joli sur son bureau.
Et donc, on a mené, en fait, c'est pour ça qu'on a réussi à franchir assez vite un gap important d'établissements, puisqu'on a noué des partenariats avec des collectivités. Vous avez la région Nouvelle-Aquitaine qui a abonné tous ses lycées. Donc ça en fait 250 d'un coup, donc forcément ça aide pour se développer commercialement. Vous avez des départements aussi, on a le département de la Seine-Saint-Denis qui mène une politique extrêmement ambitieuse sur le digital dans l'éducation et donc qui a abonné aussi ses collèges et qui est en train de mener cette politique d'abonnement auprès de ses collèges. On a la région Normandie aussi qui nous a rejoint pour une expérimentation sur une partie de ses lycées. Et on est aussi une ressource qui a une vocation européenne très forte puisqu'on se développe en parallèle en Allemagne. Et on se développe aussi aujourd'hui dans tous les pays francophones, germanophones et dans tous les établissements français à l'étranger. On a plusieurs lycées français à l'étranger qui sont abonnés. Donc on va jusqu'à Educarte, va jusqu'à Hong Kong. Donc on est quasiment sur les 5 continents aujourd'hui. Et on a le Luxembourg qui vient d'abonner tous ses collèges et lycées pour la rentrée prochaine. Donc voilà un peu comment on a fonctionné. On a à la fois, on va dire, une centaine d'établissements qui s'abonnent en individuel, donc vraiment qui vont prendre sur leurs ressources propres. Donc c'est des projets pédagogiques très forts où le chef d'établissement va dire « Moi, je veux que le numérique entre dans l'école et je veux vraiment utiliser le numérique pour enrichir les apprentissages de mes élèves. » Donc on a une centaine d'établissements qui font cet effort financier. Et derrière, on a des collectivités qui, là, vont abonner tout le monde d'un coup. Et vous n'avez pas fait de spot publicitaire sur la chaîne? Il y a quand même pas mal de profs qui regardent votre chaîne. Alors, la chaîne, elle est payée par la redevance publique. Donc, on ne peut pas interagir sur la chaîne et on n'a pas d'argent de la redevance publique pour développer ce projet-là. Et c'est tout à fait normal, puisque la redevance publique paye la chaîne, donc paye les programmes qui sont mis à la chaîne, qui sont mis sur la chaîne, pour toute utilisation autre que l'antenne. On est complètement indépendant financièrement. Il y a une filiale d'Arte, à 100% d'Arte, qui a été créée, qui s'appelle Arte France Développement et qui s'occupe de toutes les utilisations et de tous les projets post-antenne d'Arte. Mais donc ça veut dire qu'on n'a pas d'argent d'Arte, on n'a pas d'argent de la redevance publique pour financer et développer ce genre de projet, mais surtout on ne peut pas faire d'interaction croisée et de ce qu'on appelle de la promotion croisée, puisque il y aura un problème de concurrence. L'autorité de la concurrence ne sera pas d'accord. Vous n'avez pas de problématique avec les profs qui eux-mêmes ne savent pas trop utiliser le digital? Un vaste sujet. Vous avez 1h30 là parce que si, on a nous le nerf de la guerre aujourd'hui, le développement de la ressource, voilà, ça va mettre du temps parce que les budgets sont limités dans l'éducation, parce que l'équipement technique suit pas forcément, donc ça va se développer doucement. Mais ça, il n'y a pas trop de problème. Je pense que la marque est suffisamment forte et l'intérêt de la ressource est suffisamment fort pour que ça se développe en termes d'abonnement. Le vrai enjeu, il est sur l'usage. Parce qu'on a des enseignants qui... Alors, il y a toujours des enseignants geeks dans un établissement qui vont un peu leader le projet, mais la majorité ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique, et au-delà d'être ou non à l'aise avec le numérique, ils n'ont pas le temps. En fait, on ne se rend pas compte, c'est vrai, moi je ne travaillais pas du tout dans l'éducation avant, on ne se rend pas compte à quel point leurs agendas sont contraints et à quel point c'est des agendas où en fait prendre 4 heures pour aller regarder des ressources, trouver les documentaires qui vont bien, c'est vraiment du temps en plus et c'est vraiment de l'investissement en plus qui peut être compliqué à mettre en place. Donc pour ça, nous on fait un très 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 gros travail d'accompagnement, de formation notamment, donc de formation en ligne, beaucoup de choses comme ça, pour aider les enseignants à utiliser la ressource. Et on fait un gros travail d'accompagnement pédagogique aussi, puisqu'on développe ce qu'on appelle des fiches pédagogiques. C'est un peu des pas à pas, si vous voulez, sur la manière dont on peut utiliser Educarte. Mais c'est sûr que derrière, nous, et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire des partenariats avec des collectivités ou des institutions, c'est qu'évidemment, ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement des usages numériques à notre petit niveau, avec nos petits bras, ça n'a rien à voir avec ce que peut faire le ministère de l'Éducation nationale, qui a des formateurs dans toute la France et des formations organisées partout. Et donc, ce qui est intéressant quand on est dans des partenariats avec des collectivités, c'est qu'on va s'insérer dans des plans de formation locaux. Et donc là, évidemment, on va beaucoup plus loin sur les usages, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est sûr, et ça prend beaucoup de temps sur le terrain. On a essayé de développer aussi beaucoup l'échange entre pairs sur la plateforme, justement pour essayer de toucher un peu tout le monde. Ça veut dire que tout ce qui est créé, tout ce que vous allez, vous, enseignants, créer comme extrait, comme choses comme ça, vous pouvez le rendre public à tous les autres enseignants abonnés. Et donc, ça veut dire que vous êtes un enseignant pas geek du tout, mais vous voulez faire comme si vous étiez très à l'aise. Vous pouvez récupérer ce qui a été créé par les autres. Et donc, il y a cet échange aussi entre pairs qui est censé tirer ces usages digitaux vers le haut.
Mais voilà, c'est très lent et il y a beaucoup de bonne volonté, enfin vraiment, mais c'est très lent et en plus, la technique ne suit pas dans les établissements. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que le Wi-Fi ne marche pas. Donc on a créé un mode offline pour pallier à ça, que les tablettes, une fois sur deux, ne fonctionnent pas. Enfin, qu'il y a vraiment des problèmes techniques qui découragent énormément à l'utilisation du numérique à l'école.